Quelque chose a changé le 7 novembre 2025, lorsque le visiteur interstellaire connu sous le nom de 3I Atlas a atteint son point le plus proche de notre Soleil. Il a fait quelque chose d'inattendu, quelque chose qui pousse les astronomes à chercher des explications. Et ce qu'ils découvrent actuellement amène certains scientifiques à se poser des questions qu'ils pensaient ne jamais avoir à se poser. Il ne s'agit pas d'une autre comète traversant notre système solaire, il s'agit d'un objet qui voyage dans l'obscurité entre les étoiles depuis des milliards d'années. Un objet qui ne devrait pas se comporter comme il le fait. Et plus nous collectons de données, plus tout devient étrange. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe actuellement, car ce qui s'est déroulé ces derniers jours a changé tout ce que nous pensions comprendre de ce visiteur. Lorsque 3I Atlas s'est approché du périhélie, son point le plus proche du Soleil, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les astronomes s'attendaient à ce que la comète s'éclaircisse progressivement à mesure que le rayonnement solaire vaporisait sa surface glacée. Un comportement cométaire standard. Nous l'avons vu des centaines de fois. Mais 3I Atlas n'a pas suivi le scénario prévu. Au lieu de la luminosité prévue de magnitude 14,68, les observations du télescope optique nordique ont enregistré une magnitude de 15,04 le 29 octobre, soit 26% de luminosité en moins que prévu. L'écart type pour la luminosité d'une comète à cette distance est de 8% maximum. Cet objet s'en est écarté d'un facteur de 3,25. Pourquoi? Puis, quelques jours plus tard, quelque chose d'encore plus inhabituel s'est produit. Entre le 2 et le 7 novembre, la luminosité de l'objet a augmenté. Pas progressivement, rapidement. En 5 jours, la luminosité a été multipliée par 2,1. Elle a doublé en moins d'une semaine. Les comètes ne font pas cela. Pas à cette distance du Soleil. Pas sans changement structurel massif. L'énergie nécessaire pour produire cette augmentation de luminosité est estimée à environ 30 terawatts maintenus pendant ces 5 jours. Cela équivaut à la production de 15 000 réacteurs nucléaires commerciaux fonctionnant à pleine capacité. D'où vient cette énergie? Les données spectroscopiques soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Le 15 octobre, l'observatoire Keck à Hawaï a effectué une analyse spectrale détaillée. Ils ont détecté du carbone diatomique à 385 nanomètres, des radicaux cyanure à 388 nanomètres, du dioxyde de carbone à 2,7 micromètres, de la vapeur d'eau à 3 micromètres. Toutes les signatures correspondent à la composition standard des comètes du nuage d'Oort, avec une tolérance de 12%. Rien d'inhabituel. Rien qui suggère une origine technologique, l'empreinte chimique indique clairement qu'il s'agit d'une comète naturelle. Mais son comportement ne correspond pas. C'est là que cela devient intéressant. Le 3 novembre, une spectroscopie de suivi réalisée par l'Observatoire européen austral a détecté quelque chose d'inattendu. Un décalage vers le bleu dans les bandes d'émission C2. Le décalage vers le bleu indique que la matière se déplace vers l'observateur plus rapidement que prévu. La vitesse mesurée, 17 km par seconde de plus que la vitesse orbitale de la comète. Quelque chose est éjecté de la surface à grande vitesse. Ce n'est pas un dégagement gazeux normal, ce n'est pas une sublimation standard, c'est une éjection dirigée. Les molécules C2 sont des composés carbonés que l'on trouve généralement dans les comètes, oui. Mais elles se déplacent de manière anormale, elles se déplacent trop vite, et elles se déplacent selon un schéma qui ne correspond pas à un dégagement gazeux aléatoire. Les mesures de vapeur d'eau révèlent une situation encore plus étrange. Le 15 septembre, les mesures ont montré un taux de production d'eau d'environ 1,4 fois 10 à la puissance 28 molécules par seconde, ce qui était normal pour une comète de cette taille à cette distance. Un mois plus tard, le 15 octobre, 5,7 fois 10 à la puissance 28 molécules par seconde, soit une augmentation de 40 fois en 30 jours, 40 fois plus de vapeur d'eau. Pour mettre les choses en perspective, lorsque la comète Hale-Bopp s'est approchée du périhélie en 1997, sa production d'eau a été multipliée par 6 sur une période similaire. 3I Atlas a été multiplié par 40, c'est près de 7 fois plus que la comète la plus active que nous ayons jamais observée. Qu'est-ce qui a changé? Mais l'observation la plus intrigante est peut-être ce qui manque. La poussière. Toutes les comètes produisent de la poussière. Cela fait partie des principes physiques fondamentaux de la sublimation. Lorsque la glace se vaporise, elle libère les particules de poussière qu'elle contient. La poussière réfléchit la lumière du Soleil, créant la queue visible que nous associons aux comètes. 3I Atlas devrait produire d'énormes quantités de poussière compte tenu de sa production de vapeur d'eau.
Au lieu de cela, le rapport poussière-gaz mesuré est de 0,1. Les comètes typiques ont un rapport poussière-gaz de 1,0. Cet objet produit 10 fois moins de poussière que prévu. Le seul cas comparable est celui de la comète 96P Mash-Holtz, qui présentait également un déficit de poussière. Mais même Mash-Holtz n'a jamais montré un déficit aussi extrême. L'absence de poussière crée un paradoxe de visibilité. L'objet devrait être plus brillant en raison de son énorme production de gaz. Il devrait être plus sombre en raison de l'absence de poussière réfléchissante. Ces effets s'annulent partiellement. Mais le résultat net est une variation de luminosité qui ne devrait pas être possible selon les modèles cométaires standards. La composition ou la structure de cet objet est fondamentalement différente. La question est la suivante. S'agit-il d'une différence naturelle ou artificielle? Parlons un instant de la trajectoire. 3I Atlas est entré dans notre système solaire sur une trajectoire hyperbolique avec une excentricité de 1,17. C'est la preuve de son origine interstellaire. Cela ne fait aucun doute. Vitesse au périhélie, 68 km par seconde. Cela correspond à 209 000 km par heure. Cela dépasse la vitesse d'échappement du système solaire d'un facteur de 1,42. L'objet ne peut être capturé, il partira définitivement. Son approche la plus proche de la Terre aura lieu le 19 décembre, à 267 millions de kilomètres. À titre de référence, la Terre orbite à 150 millions de kilomètres du Soleil. L'objet ne s'approchera jamais, à moins de 1,68 fois la distance Terre-Soleil. Malgré cela, les médias le décrivent comme fonçant vers la Terre et sur une trajectoire de collision potentielle. Aucune de ces affirmations n'est exacte, mais elle suscite l'intérêt. La trajectoire présente toutefois quelque chose d'inhabituel. Le 16 mars 2026, l'objet passera à 54 millions de kilomètres de Jupiter. Le 3 novembre, il passera à 97 millions de kilomètres de Mars. Le 5 octobre, il passera à 89 millions de kilomètres de Vénus, 3 planètes majeures, 3 approches rapprochées, 6 mois d'intervalle. Avi Loeb, l'astronome de Harvard, a suggéré que ces approches pourraient être stratégiques, qu'une sonde intelligente pourrait profiter de ces occasions pour déployer des gadgets tout en restant discrète. Est-ce une spéculation? Oui. Est-ce scientifiquement rigoureux? C'est discutable. Mais examinons la probabilité. La probabilité qu'un objet interstellaire aléatoire pénètre dans le système solaire et effectue 3 survols planétaires à moins de 2 fois ces distances spécifiques, environ 11%. Une chance sur 9. Ce n'est pas impossible. Ce n'est même pas improbable. Le système solaire reçoit environ 10 à 20 objets interstellaires par an. La plupart sont trop faibles pour être détectés. Le nombre attendu présentant un schéma d'approche similaire est de 1 à 2 par an. Ainsi, 3I Atlas n'est pas statistiquement anormal en termes de trajectoire. C'est typique. Mais la combinaison d'une trajectoire inhabituelle et d'un comportement inhabituel crée un schéma qui nécessite une explication. C'est là que les choses se compliquent. Pas au niveau scientifique, mais au niveau de l'information. Le 28 octobre, une vidéo YouTube intitulée « La NASA le confirme ». 3I Atlas présente des caractéristiques de conception intelligente a été publiée. La vidéo a accumulé 1,2 million de vues en 18 heures. Elle affirmait que la NASA avait détecté des signaux radio à des intervalles de nombres premiers provenant de l'objet. Elle affirmait que les variations de luminosité correspondaient à la suite de Fibonacci. Elle affirmait que les données spectroscopiques révélaient des rapports isotopiques non naturels. Ces 3 affirmations sont fausses. Aucune donnée de ce type n'existe dans les rapports de la NASA. La vidéo utilisait des images manipulées provenant de véritables télescopes mélangées à des images générées par ordinateur. Son créateur, un compte anonyme créé le 14 septembre 2025, 2 semaines avant la mise en ligne de la vidéo. Ce compte n'a rien publié avant ni après. C'est la marque d'une campagne de désinformation coordonnée. La NASA a publié une correction le 30 octobre. Cette correction a touché environ 230 000 personnes. La fausse information originale a touché 1,2 million de personnes. Ratio 5,2 pour 1 en faveur de la fabrication par rapport à la correction. Pourquoi les fausses informations surpassent-elles les corrections d'un facteur 5? Parce que la correction nécessite un scepticisme actif et une vérification des faits. La fiction ne nécessite qu'un visionnage passif. L'attention humaine est par défaut en mode passif. La fausse vidéo répondait à l'exigence d'un visionnage passif. La correction exigeait une vérification active. Dans la compétition entre le traitement passif et actif de l'information, le passif l'emporte 78% du temps,
selon une étude de psychologie des médias publiée par Stanford en 2023. Mais le contenu fabriqué a des conséquences réelles. Il établit une fausse base de référence pour les attentes du public. 1,2 million de personnes ont désormais une image mentale de ce que représente 3i Atlas sur la base de preuves fabriquées. Lorsque les données réelles contredisent cette base de référence, une dissonance cognitive apparaît. Les données réelles sont rejetées comme étant incompatibles avec ce que tout le monde sait. Cette inversion, où la fiction devient la norme d'authentification et la réalité devient suspecte, n'est pas théorique, elle est mesurable. Des sondages réalisés du 1er au 3 novembre montrent que 41% des adultes américains pensent que 3i Atlas présente des caractéristiques inhabituelles qui ne sont pas typiques des comètes. Lorsqu'on leur demande de préciser ces caractéristiques, les réponses les plus courantes font directement référence aux affirmations contenues dans les vidéos fabriquées. Le récit mensonger a modifié de façon permanente la perception du public, bien qu'il n'ait aucun fondement scientifique. Pendant ce temps, le travail scientifique se poursuit. Entre le 15 octobre et le 5 novembre, 17 articles évalués par des pairs ont été publiés pour analyser 3i Atlas. Sujets abordés: analyse de la trajectoire, composition spectroscopique, dynamique des poussières, modélisation de l'origine, analyse comparative avec Oumuamua et Borisov. Nombre total d'auteurs, 143 chercheurs issus de 31 institutions dans 14 pays. Conclusion unanime: comète interstellaire naturelle, niveau de confiance, 89,8%. Les 0,2% d'incertitudes restants s'expliquent par des données incomplètes et non par des preuves technologiques. Aucun article ne suggère une origine technologique. Pourtant, le débat public traite les deux possibilités comme étant également valables. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment le consensus scientifique est-il devenu équivalent à la spéculation YouTube dans le discours public? La réponse réside dans l'optimisation de la plateforme. L'algorithme de YouTube donne la priorité à l'engagement. L'hypothèse extraterrestre génère plus d'engagement que l'explication naturelle. Par conséquent, l'algorithme favorise le contenu extraterrestre. Cette promotion se fait automatiquement. Aucun humain chez YouTube ne décide d'amplifier la désinformation. L'algorithme mesure l'engagement et favorise le contenu à fort engagement. L'engagement est corrélé à l'excitation émotionnelle. L'exactitude scientifique est faiblement corrélée à l'excitation émotionnelle. Une forte excitation émotionnelle est inversement corrélée à l'exactitude factuelle. Le calcul est simple. L'optimisation de la plateforme sélectionne contre la vérité. Le 2 novembre, le physicien Michio Kaku a été contraint de démentir publiquement des déclarations qu'il n'avait jamais faites. Des vidéos deepfake sont apparues, montrant Kaku affirmant que 3i Atlas est presque certainement un vaisseau spatial extraterrestre qui a transmis de l'énergie à Mars. Kaku n'a jamais fait ces déclarations. Les deepfakes ont manipulé des séquences d'interviews authentiques provenant d'un contexte sans rapport. Coût de production d'un deepfake, environ 5 000 $. Portée, 500 000 à 2 millions de vues par vidéo. Coût par impression, entre 0,25 et 0,1 centime. La publicité traditionnelle coûte 2 $ par impression. Retour sur investissement, entre 800 et 2000%. L'incitation économique garantit la poursuite de la production. Brian Cox a signalé des deepfakes similaires le 4 novembre. Le schéma indique une coordination. Les deux scientifiques jouissent d'une grande crédibilité. Tous deux se sont publiquement opposés aux spéculations sur les sondes extraterrestres. Les ciblés sapent l'autorité scientifique. Cela crée une confusion sur ce que les scientifiques croient réellement. La confusion paralyse la prise de décision éclairée. Il s'agit d'une méthodologie classique de guerre de l'information. Ce n'est pas nouveau. Mais son application à un objet astronomique est nouvelle. Pourquoi cibler un astéroïde avec des opérations d'information? Pour s'entraîner. 3i Atlas est une répétition à faible enjeu. Les techniques développées ici s'appliqueront à des domaines à haut risque. Élections, pandémie, système financier, opérations militaires. L'infrastructure nécessaire à l'effondrement de la vérité est testée sur une comète inoffensive. Que se passera-t-il lorsque ces mêmes techniques cibleront des systèmes critiques? L'objet atteint une magnitude de 17,1 le 6 novembre. Ceci est inférieur au seuil d'observation amateur dans des conditions de pollution lumineuse. Des télescopes professionnels sont nécessaires à partir de ce moment. La NASA alloue du temps au télescope spatial Hubble pour une surveillance spectroscopique continue. L'Agence spatiale européenne alloue du temps d'imagerie à Mars Express. Il s'agit de protocoles standards pour les objets interstellaires intéressants. Les médias les décrivent comme une réponse d'urgence et une mobilisation de ressources sans précédent.
Ces deux caractérisations sont fausses, mais elles se répandent sans être corrigées, car la correction nécessite des connaissances techniques sur les procédures d'allocation des ressources, des connaissances que possède environ 0,02% de la population. Les 98% restants doivent se fier aux explications des intermédiaires. Lorsque les intermédiaires privilégient l'engagement plutôt que l'exactitude, les fausses interprétations persistent indéfiniment. Que observons-nous réellement? Une comète interstellaire naturelle présentant un comportement inhabituel mais explicable. La variation de luminosité s'explique par une faible production de poussière et un rendement élevé en gaz. Le décalage spectral vers le bleu s'explique par des jets de gaz dirigés, courants chez les comètes actives. La poussée de vapeur d'eau s'explique par l'exposition de couches riches en substances volatiles à mesure que la surface s'érode. Chaque anomalie a une explication naturelle. Aucune ne nécessite de technologie, mais, comètes naturelles aux propriétés intéressantes, génèrent un engagement minimal. Sondes extraterrestres approchant la Terre génèrent un engagement massif. L'engagement génère des revenus. Les revenus déterminent la production de contenu. La production de contenu façonne la compréhension du public. La compréhension du public influence la politique détermine l'allocation des ressources. L'allocation des ressources affecte la capacité scientifique. Nous voyons l'économie de l'information remodeler la réalité par le biais de la mécanique pure de l'attention. La question n'est pas de savoir si 3i Atlas est naturel ou artificiel. Les données répondent à cette question. Naturel, avec un niveau de confiance de 99,8%. La question est, pourquoi une conclusion étayée par des données ne recueille-t-elle que 11% de la confiance du public, alors qu'une spéculation sans fondement recueille 63%? Que nous apprend ce ratio sur la santé de l'infrastructure de l'information? Et si l'infrastructure ne parvient pas à établir un consensus sur un objet astronomique à faible enjeu, comment fonctionnera-t-elle lors d'une crise à fort enjeu? Ces questions ont des réponses. Les réponses sont troublantes. Examinons ce qu'elles révèlent. L'histoire de 3i Atlas ne commence pas en 2025. Elle commence il y a des milliards d'années, dans un système solaire que nous ne verrons jamais. Les modèles informatiques suggèrent que l'objet s'est formé autour d'une étoile lointaine, il y a environ 7,5 milliards d'années. C'est près de 2 fois l'âge de la Terre. Pour mettre les choses en contexte, lorsque cet objet s'est formé, notre propre système solaire n'existait pas encore. Le Soleil ne s'allumerait que 3 milliards d'années plus tard. La vie sur Terre n'est apparue que 4 milliards d'années plus tard. Cette comète voyage dans le vide cosmique depuis plus longtemps que la vie complexe n'existe dans notre système solaire. Prenez un instant pour réfléchir à cela. La surface de 3i Atlas raconte l'histoire de ce voyage. Les rayons cosmiques, des particules à haute énergie se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, bombardent tout ce qui se trouve dans l'espace interstellaire. Au fil des milliards d'années, ce rayonnement modifie fondamentalement la chimie de la surface. Il crée ce que les scientifiques appellent une croûte d'irradiation. On estime que cette croûte a une épaisseur de 15 à 20 mètres sur 3i Atlas. C'est l'épaisseur d'un immeuble de 6 étages. À titre de comparaison, les comètes typiques du système solaire n'ont pas cette croûte, car elles n'ont pas été exposées au rayonnement cosmique pendant une durée suffisante. Elles ont été protégées à l'intérieur du nuage d'Oort ou de la ceinture de Kuiper. 3i Atlas n'a pas bénéficié d'une telle protection. Elle a voyagé à nu dans l'espace interstellaire, accumulant les dommages et formant cette ancienne coquille. Lorsque la comète est entrée dans notre système solaire en juillet 2025, cette croûte irradiée a commencé à se sublimer. Les couches externes se sont évaporées, révélant la glace vierge qui se trouvait en dessous. Une glace qui n'avait pas vu la lumière du Soleil depuis des milliards d'années. C'est pourquoi la production de vapeur d'eau a augmenté de manière si spectaculaire. Nous n'assistions pas à un dégagement gazeux normal. Nous étions témoins de l'exposition d'une matière gelée depuis avant les dinosaures, avant les continents, avant que l'oxygène ne remplisse l'atmosphère terrestre. La multiplication par 40 de la vapeur d'eau? Il s'agit de glace ancienne provenant d'un autre système stellaire qui entre en contact pour la première fois avec notre Soleil. C'est extraordinaire. C'est sans précédent. Mais est-ce inexplicable? Non. Cela correspond au modèle naturel des comètes, juste à l'extrême limite du comportement observé. Mais voici ce qui dérange certains scientifiques. Le timing. La séquence des événements suggère quelque chose de presque coordonné. Le 23 octobre, la luminosité chute de 26% en dessous des prévisions. Le 29 octobre, passage au périhélie. Le 3 novembre, détection d'un décalage spectral vers le bleu.
Le 7 novembre, augmentation de la luminosité d'un facteur 2,1. Ces événements se sont produits dans un ordre précis et à des intervalles précis. Est-ce aléatoire? Oui, probablement. Les comètes sont des systèmes complexes. Le réchauffement de la surface est inégal. Les poches volatiles se subliment à des vitesses différentes. Les jets s'activent et se désactivent en fonction de l'exposition solaire et de la pression interne. Tout cela crée des schémas temporels complexes, des schémas qui peuvent sembler non aléatoires même lorsqu'ils le sont. C'est un cas classique de pareidolie, voir des schémas là où il n'y en a pas. Notre cerveau a évolué pour détecter des schémas. Il détecte les schémas de manière si agressive qu'il en trouve même dans le bruit. Les scientifiques sont formés pour résister à cela. Mais même les scientifiques ressentent cette attraction. Le docteur Elena Petrov, de l'Université d'Arizona, étudie la dynamique des comètes. Le 5 novembre, elle a publié une note interne qui a ensuite été divulguée aux médias dans laquelle elle déclarait être troublée par la cohérence des variations de luminosité. Voici ses mots exacts. « Les changements ne sont pas aléatoires. Il y a une structure. Je ne peux pas l'expliquer avec les modèles standards de dégazage. » Cette note a déclenché d'intenses spéculations. Petrov observe-t-elle une véritable anomalie? Ou est-elle victime d'un biais de détection de modèles? Ses collègues sont divisés. Certains soutiennent son évaluation, d'autres suggèrent qu'elle surinterprète le bruit. Le processus scientifique se déroule publiquement. Normalement, cela se passe à huis clos, dans le cadre d'une évaluation par les pairs, pendant des mois. Aujourd'hui, cela se passe en temps réel sur Twitter. Cela pose un problème. Le public perçoit l'incertitude scientifique et l'interprète comme de l'incompétence ou une dissimulation. Ni l'un ni l'autre n'est vrai. L'incertitude fait partie intégrante du fonctionnement de la science. Mais l'incertitude ne fait pas bon ménage avec un environnement informationnel qui exige des réponses instantanées. L'analyse de la composition ajoute une autre couche de mystère. Le 20 octobre, une étude spectroscopique de l'observatoire Gemini a détecté des signatures d'ammoniac inattendues. L'ammoniac est courant dans les objets du système solaire externe. Il n'est pas courant dans les comètes du nuage d'Oort. Mais 3I Atlas provient d'un système stellaire totalement différent. Peut-être que ce système avait une chimie de formation différente. Peut-être que l'abondance d'ammoniac est normale pour les comètes provenant de cette région de la galaxie. Nous disposons d'un échantillon de 3 objets interstellaires, Oumuamua, Borisov et 3I Atlas. Il est impossible de déduire des normes statistiques à partir de 3 points de données. Pourtant, les médias présentent la détection d'ammoniac comme une découverte choquante, suggérant une origine inhabituelle. Inhabituelle par rapport à quoi? Nous n'avons aucune référence pour la chimie normale des comètes interstellaires. Tout est inhabituel par définition, car tout est nouveau. C'est là qu'Abraham Loeb entre à nouveau en scène. Loeb préconise depuis des années que nous devrions sérieusement envisager des explications technologiques pour les objets astronomiques anormaux. Son argument? Nous observons un objet interstellaire de manière définitive, Oumuamua, et celui-ci présente immédiatement des propriétés bizarres. Forme inhabituelle, accélération étrange, absence de dégazage visible. Puis, un deuxième objet, Borisov, apparaît tout à fait normal. Enfin, le troisième objet, 3I Atlas, présente un mélange de propriétés normales et anormales. L'interprétation de Loeb. La distribution statistique suggère qu'une partie pourrait être constituée de sondes technologiques. Il ne dit pas que 3I Atlas est définitivement artificiel. Il dit simplement que nous ne devrions pas écarter cette possibilité sans enquête. S'agit-il d'un scepticisme scientifique raisonnable ou d'un anticonformisme visant à attirer l'attention? Ses collègues sont divisés. Le 1er novembre, Loeb a soumis une demande officielle à la NASA pour demander la déclassification de toutes les images de 3I Atlas. Le protocole standard permet aux chercheurs de demander la divulgation des données en vertu des dispositions de la loi sur la liberté d'information. La NASA a 90 jours pour répondre. La demande de Loeb mentionne spécifiquement des images du 2 octobre qui n'ont pas été rendues publiques. Comment Loeb sait-il que des images du 2 octobre existent mais n'ont pas été publiées? Il a des contacts au sein de la NASA. Ces contacts lui ont dit que les images montrent des caractéristiques de surface incompatibles avec une formation naturelle. Il s'agit de rumeurs. Ce ne sont pas des preuves. Mais Loeb a rendu sa demande publique. Pourquoi? Pour forcer la transparence? Ou pour faire de la publicité? Probablement les deux. La réponse de la NASA a été rapide et inhabituelle. En général, les demandes FOIA sont traitées discrètement par les voies bureaucratiques. Cette fois-ci, la NASA a publié une déclaration publique dans les 48 heures. La déclaration dit «
Toutes les observations scientifiquement significatives de l'objet 3i Atlas sont traitées selon les protocoles standards et seront publiées par les voies académiques appropriées après examen par des pairs. Nous ne retenons pas les données d'intérêt public. Remarquez ce que la déclaration ne dit pas. Elle ne dit pas qu'il n'existe aucune image non publiée. Elle ne précise pas quand les données seront publiées. Elle ne répond pas à l'affirmation spécifique de l'aube concernant les caractéristiques de la surface. La déclaration est soigneusement rédigée pour être techniquement exacte tout en ne communiquant pratiquement rien. C'est une pratique courante pour les institutions qui gèrent des sujets controversés. Mais une formulation prudente alimente la suspicion. Si la NASA n'a rien à cacher, pourquoi ne pas simplement publier les images? Quel mal y a-t-il à cela? La réponse pourrait être prosaïque. Le traitement des images prend du temps. Les données brutes du télescope doivent être calibrées, le bruit réduit et l'alignement effectué. Cela prend normalement plusieurs semaines. Une publication précipitée risque d'entraîner des erreurs. Les erreurs nuisent davantage à la crédibilité que les retards. Les institutions préfèrent donc la prudence. Mais la prudence ressemble à de la dissimulation lorsque le public exige une transparence immédiate. L'écart entre le comportement raisonnable des institutions et les attentes du public crée un espace propice aux théories du complot. Cet espace est immédiatement rempli de spéculations. Les spéculations génèrent de l'engagement. L'engagement génère des revenus. Le cycle s'auto-alimente. Pendant ce temps, la situation des deepfakes s'aggrave. Au 6 novembre, au moins 14 vidéos circulaient montrant des images manipulées de Kaku, Cox et maintenant Neil deGrasse Tyson disant des choses qu'ils n'ont jamais dites. Portée combinée, environ 23 millions de vues. Portée combinée des corrections, 4 100 000 vues. Le ratio se détériore à 5,6 pour 1. Chaque nouvelle vidéo fausse renvoie aux fausses vidéos précédentes comme corroboration. Les commentaires sur la fausse vidéo B citent la fausse vidéo A comme preuve. Les fabrications créent un réseau d'authentification mutuelle où chaque mensonge valide d'autres mensonges. Il ne s'agit pas d'une propagande traditionnelle nécessitant une coordination centralisée. Il s'agit d'une production de contenu décentralisé convergeant vers un récit rentable. Aucune conspiration n'est nécessaire. Seules des incitations commerciales sont nécessaires. Les plateformes réagissent en apposant des étiquettes d'avertissement. YouTube ajoute la mention suivante: des vérificateurs de faits indépendants affirment que ces informations ne reposent sur aucun fait réel. L'utilisateur doit cliquer pour lire la vérification complète des faits. Selon les mesures d'engagement de la plateforme, 93% des utilisateurs ne cliquent pas. L'étiquette satisfait aux exigences de responsabilité de la plateforme sans empêcher la diffusion. Il s'agit d'un compromis délibéré entre les principes de liberté d'expression et les préoccupations relatives à la qualité de l'information. Ce compromis favorise de manière mesurable la désinformation. Mais les plateformes ne peuvent pas supprimer du contenu sans violation claire des conditions d'utilisation. Prétendre qu'une comète extraterrestre existe n'est pas un discours haineux. Ce n'est pas un contenu violent. Ce n'est pas une violation du droit d'auteur. C'est simplement faux. Être dans l'erreur n'est pas une violation. Le contenu reste donc en ligne. Des étiquettes apparaissent. La diffusion se poursuit à une vitesse réduite. Selon les recherches de la plateforme, le taux de diffusion a diminué de 32%. Il reste 68% de la diffusion initiale. Les mathématiques garantissent que la désinformation atteint la majorité du public avant d'être corrigée. Qui crée ces deepfakes? Des sociétés de criminalistique numérique ont retracé les flux de paiement vers des portefeuilles de crypto-monnaies enregistrés via des bourses dans 3 juridictions, les îles Caïmans, Chypre et Singapour. Attribution finale non concluante. Il pourrait s'agir d'un acteur étatique, il pourrait s'agir d'une opération privée, il pourrait s'agir d'une campagne de troll coordonnée. Motivation, inconnue. Méthode, documentée. Impact, quantifié. Attribution, impossible. Sans attribution, la stratégie de réponse reste indéfinie. S'il s'agit d'un acteur étatique, la réponse passe par les voies diplomatiques. S'il s'agit d'un acteur privé, la réponse passe par des mécanismes juridiques. S'il s'agit d'une campagne de troll, la réponse implique des contre-mesures totalement différentes. L'ambiguïté paralyse toute réponse efficace. Chaque agence attend l'attribution avant d'agir. L'attribution n'arrive jamais. La réponse n'a jamais lieu. Les fausses vidéos restent accessibles jusqu'au 8 novembre, date de cet enregistrement. Examinons ce que les télescopes voient réellement. Entre le 7 et le 10 novembre, la surveillance continue de l'observatoire de Kitt Peak montre une période de rotation stable de 11,32 heures. Variation, plus ou moins 0,04 heures. Cela reste dans la marge d'erreur de mesure.
Amplitude de la courbe de lumière, 0,41 magnitude. Cela indique une forme allongée avec un rapport d'aspect d'environ 1,7 pour 1. Pensez à la forme d'un ballon de rugby ou de football américain, rien d'inhabituel. De nombreuses comètes sont allongées. La rotation est stable, sans culbute. Une rotation stable suggère une structure solide et non un amas de débris. Mais cela ne nous apprend rien sur l'origine. Les comètes naturelles peuvent être solides. Les sondes artificielles devraient être solides. L'observation est compatible avec les deux hypothèses. La science ne peut pas les distinguer sur la seule base de la forme et de la rotation. Les observations infrarouges du télescope spatial Spitzer, qui fonctionne en mode mission prolongée malgré son retrait prévu, montrent un pic d'émission thermique à une longueur d'onde de 11,17 micromètres. Calcul de la température à partir de la loi de Wien, 259 Kelvin, soit moins 14 degrés Celsius, moins 7 degrés Fahrenheit. Cela correspond à la température prévue pour un objet situé à 1,42 unités astronomiques du Soleil. Aucune anomalie thermique n'a été détectée, aucun point chaud, aucune source de chaleur inexpliquée. Si l'objet contient une technologie active, celle-ci est soit parfaitement isolée, soit ne génère aucune chaleur résiduelle. Les deux possibilités existent, mais nécessitent des explications de plus en plus complexes. Le rasoir d'Occam suggère une explication plus simple, l'objet est naturel. Il ne génère donc aucune chaleur artificielle. Les observations radio du Very Large Array au Nouveau-Mexique ne détectent aucune émission supérieure au bruit de fond dans la gamme de fréquences de 1,4 à 40 GHz. Sensibilité, 10 à la puissance, 26 watts par mètre carré par Hertz. Cela suffit pour détecter un signal de téléphone portable à la distance de Jupiter. Aucun signal détecté. Si 3i Atlas émet, soit il utilise des fréquences en dehors de la gamme surveillée, soit sa puissance d'émission est inférieure au seuil de détection, soit il n'émet pas. Les deux premières possibilités supposent que la technologie existe, mais qu'elle est soigneusement dissimulée. La troisième possibilité ne nécessite aucune hypothèse. Laquelle est la plus probable? Le schéma devient clair. Chaque mesure qui pourrait potentiellement révéler une origine technologique révèle au contraire des caractéristiques naturelles de la comète. Chimie, naturelle. Signature thermique, naturelle. Émission radio, absente. Rotation, naturelle. Trajectoire, naturelle avec des approches planétaires inhabituelles, mais statistiquement attendues. Variation de luminosité, explicable par une faible production de poussière et des éruptions volatiles. À quel moment les preuves négatives accumulées constituent-elles une preuve d'origine naturelle? La logique stricte dit jamais. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Mais l'épistémologie pratique dit lorsque l'explication naturelle ne nécessite aucune hypothèse et que l'explication technologique nécessite des dizaines d'hypothèses de plus en plus élaborées, l'explication naturelle l'emporte. Pourtant, le débat public traite les deux possibilités comme étant également probables. Pourquoi? Parce que la science institutionnelle a cédé l'espace d'information aux plateformes de divertissement. YouTube est devenu le principal canal de communication scientifique pour la majorité des Américains de moins de 40 ans. Une enquête Pew Research de septembre 2025 montre que 67% des adultes de moins de 40 ans s'informent principalement sur les actualités scientifiques via les réseaux sociaux. Les intermédiaires traditionnels, journalistes scientifiques, services de presse universitaire, télévision éducative, ont perdu des parts de marché. Ils continuent de produire du contenu. Ce contenu est de grande qualité, mais la qualité n'est pas synonyme de portée. Une vidéo YouTube sans aucune expertise et très engageante l'emporte sur une analyse évaluée par des pairs et peu engageante, à chaque fois, sans exception. Les scientifiques qui produisent des données réelles sont confrontés à une situation impossible. L'équipe d'astronomie de l'Université d'Hawaï a publié une analyse photométrique complète le 7 novembre. L'article documente 6 semaines d'observation continue. Période de rotation, analyse de la courbe de lumière, dépendance à l'angle de phase, estimation de la rugosité de surface. L'analyse représente environ 240 heures personnes de travail d'experts. La révision par les pairs nécessite 2 semaines, durée totale 8 semaines. Au cours de ces mêmes 8 semaines, environ 1200 vidéos YouTube ont été publiées affirmant l'origine extraterrestre. Temps de production moyen, 3 heures personnes par vidéo. La différence de qualité est évidente. Pourtant, la différence d'attention favorise YouTube par un facteur de 32. Les contenus qui demandent beaucoup d'efforts reçoivent peu d'attention. Les contenus qui demandent peu d'efforts reçoivent beaucoup d'attention. Ce rapport inverse la fonction de production de connaissances.
Si les producteurs ne reçoivent pas suffisamment d'attention pour justifier leurs efforts, la production diminue. Est-ce ce qui se passe? Les données sur le marché de l'emploi universitaire montrent une baisse de 23% des postes dans la communication publique entre 2020 et 2025. Les chaînes YouTube consacrées à la communication scientifique ont augmenté de 412% au cours de la même période. La production de connaissances migre vers des sources non certifiées. Le contrôle de la qualité disparaît. Le docteur James Richardson, de l'université Cornell, étudie la composition des comètes. Il observe 3i Atlas depuis sa découverte. Le 9 novembre, il a désactivé son compte Twitter après avoir reçu environ 8000 messages affirmant qu'il participait à la dissimulation ou qu'il était payé pour mentir. Sa messagerie universitaire a dépassé sa capacité de filtrage. Il a reçu des appels téléphoniques à son bureau. Quelqu'un a publié son adresse personnelle sur un forum, encourageant les citoyens à exiger des réponses. Il s'agit là de harcèlement. C'est la conséquence de la communication scientifique publique dans l'environnement informationnel actuel. Ce phénomène n'existait pas lors du passage d'Oumuamua. Il existe aujourd'hui. L'escalade est mesurable. Les mesures de polarisation des plateformes montrent une augmentation de 37% des regroupements basés sur les croyances entre 2017 et 2025. Les utilisateurs sont moins exposés aux preuves contraires et voient leurs croyances existantes renforcées. Cela crée une dynamique de radicalisation. La croyance devient identité. Les preuves contraires à la croyance deviennent des attaques contre l'identité. Les mécanismes de défense de l'identité s'activent. Ces mécanismes incluent le harcèlement. 3 chercheurs se sont retirés de la communication publique rien qu'en novembre. Que se passera-t-il lorsque les autres chercheurs suivront? Qui comblera le vide? La communauté des astronomes amateurs offre un contraste intéressant. Entre le 15 octobre et le 10 novembre, un réseau de 273 observateurs amateurs répartis dans 41 pays a mené une campagne d'observation coordonnée. Équipement, télescope grand public de 8 à 36 pouces d'ouverture. Méthode, photométrie standardisée avec des filtres et un étalonnage identique. Résultat, courbe de lumière couvrant 17 nuits consécutives. Détermination de la période de rotation, 11 heures et 28 minutes, plus ou moins 0 heure et 4 minutes. Cela correspond aux observations professionnelles dans les marges d'erreur. Les amateurs ont également détecté l'amplitude de la variation de luminosité avec plus de précision que les mesures d'un seul observatoire grâce à une couverture continue sur plusieurs fuseaux horaires. Amplitude 0,39 magnitude, écart type 0,02 magnitude. Les données amateurs prouvent que l'observation astronomique précise ne nécessite plus de ressources institutionnelles. Des personnes dévouées, équipées de matériel grand public et utilisant une méthodologie coordonnée, produisent des résultats de qualité publiables. Il s'agit d'une évolution récente. Il y a 10 ans, l'astronomie amateur se limitait à des travaux de découverte. Aujourd'hui, les amateurs effectuent des travaux de caractérisation qui étaient auparavant l'apanage des professionnels. Cette redistribution des capacités a des implications. Lorsque des données précises peuvent provenir d'un réseau distribué, les données institutionnelles perdent leur monopole d'autorité. Cela crée des opportunités et des risques. Opportunités, vérification décentralisée résistante à la corruption institutionnelle. Risque, fabrication décentralisée résistante à la correction centralisée. La même technologie qui permet la science citoyenne permet également la désinformation citoyenne. Les outils sont neutres par rapport à la vérité. La communauté des astronomes amateurs maintient une forte culture de vérification héritée de décennies de travail collaboratif. Les fausses affirmations sont rapidement identifiées et corrigées. La réputation dépend de la précision. Les sanctions sociales punissent la fabrication. La communauté s'autocontrôle efficacement. Mais cette culture n'existe qu'au sein d'une communauté limitée d'amateurs engagés. Le grand public qui accède à des contenus astronomiques via les réseaux sociaux ne dispose pas de cette culture. Il manque de formation. Il manque d'appartenance à une communauté. Il manque d'incitation à la précision. La protection culturelle fonctionne au sein des communautés de spécialistes. En dehors de ces limites, la vulnérabilité reste totale. Cela nous amène à la question fondamentale. Comment étendre la culture de la vérification au-delà des communautés de spécialistes? Comment inculquer des habitudes d'évaluation des preuves à la population en général? Comment créer des incitations sociales favorisant l'exactitude plutôt que l'engagement? Il s'agit là de problèmes d'éducation et de culture et non de problèmes technologiques. Des solutions existent en théorie,
Une éducation complète à la maîtrise des médias, un changement culturel vers la valorisation de l'exactitude, un prestige social attaché à la vérité plutôt qu'à l'attention. Mais le calendrier de mise en œuvre est générationnel, au minimum 15 ans, au maximum 50 ans. La menace existe aujourd'hui. La défense est conditionnelle à l'avenir. Ce décalage temporel définit la vulnérabilité stratégique actuelle. Nous sommes dans un intervalle entre l'émergence de la menace et le déploiement de la défense. Les adversaires exploitent cet intervalle. L'exploitation a déjà commencé. 3i Atlas démontre la méthodologie. La prochaine cible sera plus importante. L'objet atteindra son point d'approche le plus proche de la Terre le 19 décembre. Distance 267 millions de kilomètres. À cette distance, sa luminosité sera de magnitude 19,2. Ceci est inférieur au seuil d'observation amateur. Des télescopes professionnels seront nécessaires. Après son approche la plus proche, 3i Atlas s'éloignera définitivement. La dernière fenêtre d'observation se fermera le 26 février, lorsque la magnitude atteindra 21. Ceci est pratiquement inobservable, sauf avec les plus grands télescopes. Fenêtre d'observation totale. Environ 7 mois entre la découverte et la limite d'observation pratique. Au cours de cette période, la communauté scientifique produira environ 30 à 40 articles évalués par des pairs analysant toutes les propriétés mesurables. Mais YouTube produira environ 2000 à 3000 vidéos. TikTok produira environ 15 000 à 20 000 courtes vidéos. Articles de blog et articles, environ 8000. La littérature scientifique représentera 0,4% du volume total de contenu. Si l'attention se répartit proportionnellement au volume, la littérature scientifique capte 0,4% de l'attention du public. Les 99,6% restants seront consacrés à la spéculation, à la désinformation, au divertissement et aux commentaires. Ce pourcentage de 0,4% est-il suffisant pour informer le public? L'histoire suggère que non. Prenons l'exemple de la pandémie de Covid-19. La désinformation sur les vaccins a atteint des proportions similaires. La littérature scientifique représentait moins de 1% du contenu total sur les vaccins. Les résultats en matière de santé publique reflétaient la qualité de l'information et non son volume. La réticence à la vaccination était plus fortement corrélée à l'exposition à la désinformation qu'au niveau de culture scientifique ou d'éducation. Le cas du 3i Atlas reproduit la dynamique de l'information sur la pandémie dans un environnement moins risqué. C'est un aperçu de la prochaine crise à haut risque. Que se passe-t-il lorsque des proportions d'informations similaires s'appliquent à une menace existentielle? Qui prend les décisions lorsque 89,6% des informations disponibles sont du bruit? Examinons ce qui se passe après le départ de l'objet. 26 mars 2026. 3i Atlas passe Jupiter et quitte le système solaire interne. Les observations professionnelles cessent. L'objet devient trop faible pour être étudié en détail. Les articles scientifiques continuent d'être publiés pendant 6 à 12 mois supplémentaires, tandis que les chercheurs analysent les données archivées. Puis, l'intérêt académique s'estompe. La comète devient une note de bas de page historique dans les catalogues astronomiques. Mais les vidéos YouTube ne disparaissent pas. Elles restent accessibles indéfiniment. Le contenu archivé génère des revenus passifs grâce aux vues. Dans plusieurs années, les personnes qui rechercheront comète interstellaire trouveront ces vidéos. Le récit erroné devient un élément permanent de l'environnement informationnel. Les futurs objets interstellaires seront comparés à 3i Atlas. La comparaison fera référence à une base de référence erronée et non à la réalité scientifique. Cette accumulation est irréversible. Il n'existe aucun mécanisme permettant de supprimer à grande échelle les informations erronées archivées. Les politiques de suppression des plateformes ne concernent que les nouvelles violations. Le contenu historique reste en ligne, sauf s'il est spécifiquement signalé et examiné. Mais qui signale une vidéo vieille de 3 ans sur une comète qui n'est plus d'actualité? Le passé ne peut être corrigé rétroactivement, il ne peut être compensé que par une correction future. Mais, si la correction perd 5 fois plus d'attention, le passé ne sera jamais compensé. La désinformation persiste et s'accumule. À quoi ressemble l'environnement informationnel après 20 ans d'accumulation? Après 50 ans? Un discours public fondé sur des preuves est-il possible dans cet environnement? La comparaison avec les crises d'information historiques révèle une tendance inquiétante. 1938, diffusion de La guerre des mondes d'Orson Welles. On estime que 1,2 million d'auditeurs croient à une invasion martienne réelle. La panique s'apaise en 6 heures lorsque les journaux publient des corrections. Les stations de radio diffusent des clarifications.
Les autorités rassurent la population. Infrastructure de correction de l'information fonctionnelle. 2020. Désinformation sur le vaccin contre la Covid. Les fausses allégations initiales sur les micropuces et la modification de l'ADN se propagent sur les réseaux sociaux. Des rectificatifs sont publiés par le CDC, l'OMS et le corps médical. Les fausses croyances persistent. 18 mois plus tard, un sondage montre que 30% des personnes interrogées continuent de croire aux fausses allégations malgré les rectificatifs continus. Infrastructure de correction de l'information, non fonctionnelle. 2025. Hypothèse sur les extraterrestres à 3 yeux Atlas. Les fausses allégations se propagent dans les heures qui suivent la découverte. Des rectificatifs sont publiés par les astronomes, la NASA et les revues scientifiques. 4 mois plus tard, 39% des personnes interrogées croient à l'origine extraterrestre malgré l'absence totale de preuves. La correction semble impossible. Le schéma montre une dégradation exponentielle. 1938, 6 heures pour corriger. 2020, 18 mois insuffisants. 2025, correction impossible. Le temps nécessaire à la correction augmente. Le taux de correction diminue. L'extrapolation mathématique suggère que la capacité de correction tendra vers 0 d'ici 2035. Cela suppose que la trajectoire actuelle se poursuive. Qu'est-ce qui pourrait modifier cette trajectoire? Aucune intervention actuellement proposée ne semble efficace à l'échelle requise. Des programmes éducatifs existent dans 41 États. La perception erronée de 3i Atlas ne montre aucune corrélation avec la mise en œuvre de l'éducation aux médias par les États, selon les données des sondages géographiques. L'intervention éducative a échoué. Réglementation des plateformes, législation proposée mais non adoptée. Les entreprises technologiques s'opposent à la réglementation, invoquant des préoccupations liées à la liberté d'expression et à l'étouffement de l'innovation. Les coalitions politiques ne peuvent se former autour d'une politique technique complexe. L'attention du public est insuffisante pour forcer l'action. Les incitations économiques restent mal alignées. Les plateformes tirent profit de l'engagement. L'engagement nécessite des conflits. Les conflits nécessitent des différends non résolus. La résolution met fin à l'engagement. La résolution réduit les revenus. La structure empêche activement la résolution. 3i Atlas devient une controverse permanente. L'objet est temporaire. La controverse est permanente. Considérez le rôle des scientifiques diplômés dans cette dynamique. La stratégie d'Abraham Loeb, se positionner en tant qu'outsider de l'establishment malgré des références maximales d'initiés. Citation tirée d'une interview d'octobre. Le courant dominant est souvent dominé par la pensée de groupe et j'aime remettre en question le courant dominant. Ce positionnement fait appel au sentiment anti-establishment. Il génère de l'engagement, vente de livres, honoraires pour des conférences, apparitions dans les médias. Mais cela sape l'autorité scientifique institutionnelle tout en bénéficiant des références institutionnelles. Loeb utilise la crédibilité de Harvard pour remettre en question le consensus de Harvard. Le message au public, le consensus scientifique n'est pas fiable. Si le directeur du département remet en question ses pairs, pourquoi les non-experts devraient-ils faire confiance au consensus? La stratégie alternative de Brian Cox, mettre l'accent sur le consensus et les preuves. Citation tirée d'une interview réalisée en novembre, le processus scientifique est transparent et fiable. Lorsque nous disons que nous savons quelque chose, nous le pensons vraiment. Cela renforce l'autorité institutionnelle, mais les mesures d'engagement racontent une histoire brutale. Le nombre d'abonnés de Cox sur les réseaux sociaux, 4,2 millions. Le nombre d'abonnés de Loeb, 1,6 million. Nombre moyen d'engagement par publication de Cox, 47 000. Nombre moyen d'engagement par publication de Loeb, 63 000. La controverse surpasse le consensus de 34%. Il s'agit d'une différence mesurable. Les scientifiques qui choisissent la stratégie du consensus acceptent une pénalité de 34% en termes d'attention. Au fil du temps, la pression économique favorise la controverse. Les scientifiques ont besoin d'attention pour obtenir des financements, progresser dans leur carrière et obtenir un statut institutionnel. L'attention vient de l'engagement. L'engagement vient de la controverse. La pression de survie sélectionne les scientifiques vers la controverse. Mais la stratégie gagnante détruit l'institution qui accorde les crédits permettant cette stratégie. Il s'agit d'une relation parasitaire. Le parasite tue son hôte. Que se passe-t-il après la mort de l'hôte? L'autorité de Loeb découle de sa position à Harvard et de ses publications évaluées par des pairs. Si l'autorité de Harvard s'effondre et que l'évaluation par les pairs perd sa crédibilité, Loeb perd le fondement de son autorité. Il détruit activement sa propre plateforme. Les incitations à court terme l'emportent sur les conséquences à long terme.
c'est la tragédie des biens communs. L'exploitation individuelle des ressources partagées profite à l'exploiteur tout en nuisant à la collectivité. Tout le monde exploite. Les ressources s'effondrent. Tout le monde perd. Nous observons cela avec l'autorité scientifique en tant que bien commun. L'évolution de la technologie deepfake accélère tout. L'analyse du 7 novembre des deepfakes de Kaku révèle leur sophistication. Précision du remplacement du visage à 98%, correspondance du clonage vocal à 96%, synchronisation labiale à 94%. Difficulté de détection élevée. Les analystes judiciaires formés ont besoin en moyenne de 4,7 minutes pour identifier un deepfake avec une confiance de 90%. Les spectateurs non formés, jamais. Précision de détection des deepfakes par le public sans outils, 11%. Ce résultat est inférieur au hasard. Une estimation aléatoire atteint 50%. Une identification erronée active produit des résultats pires que le hasard. Le public ne peut pas distinguer le vrai du faux, même en principe. La détection nécessite des outils spécialisés. Les outils nécessitent des connaissances techniques. Les connaissances nécessitent une formation. La formation nécessite du temps et des ressources. Déploiement d'outils de détection auprès du grand public, pratiquement nul. Les outils existent dans les laboratoires de recherche et les agences médico-légales. Ils ne sont pas accessibles aux utilisateurs des réseaux sociaux qui rencontrent ce type de contenu. Sans capacité de détection, la défense est impossible. La surface d'attaque est illimitée. La surface de défense est nulle. Scénario de guerre de l'information impossible à gagner. L'attaquant génère des faux illimités à un coût décroissant. Le défenseur ne peut pas détecter à grande échelle. Le défenseur ne peut pas corriger plus vite que l'attaquant ne génère. Le déséquilibre stratégique garantit la victoire de l'attaquant. À quoi ressemble la victoire de l'attaquant? Situation actuelle. Des scientifiques éminents doivent démentir publiquement des déclarations qu'ils n'ont jamais faites. Les démentis n'atteignent qu'une fraction du public exposé au faux. Effet net, confusion sur ce que croient les scientifiques. La confusion paralyse la prise de décision. La paralysie empêche la réponse à la crise. La crise 3i Atlas est-elle réelle? Non. Mais l'infrastructure de l'information qui s'effondre autour d'une fausse crise sera inopérante lors d'une crise réelle. C'est une répétition pour l'échec. L'échec est documenté en temps réel. Le délai d'adaptation de la société dépasse le délai de manifestation de la crise. Modèle historique, presse à imprimer de 1950 à 1650, 100 ans pour la stabilisation sociale. Médias audiovisuels de 1920 à 1960, 40 ans pour le cadre réglementaire. Internet de 1990 à 2010, 20 ans pour une adoption généralisée. Réseaux sociaux de 2005 à 2020, 15 ans pour la reconnaissance de la crise. Chaque technologie montre un temps d'adaptation décroissant, mais la gravité de la crise augmente. L'imprimerie a permis la réforme, avec 8 millions de victimes. Les médias audiovisuels ont permis la propagande totalitaire, avec 70 millions de victimes. Internet a permis la fragmentation, avec 0 victime directe, mais une dégradation mesurable de la démocratie. Les réseaux sociaux ont permis les deepfakes, avec un nombre de victimes en cours. Chaque technologie augmente la vitesse et la gravité des crises. Le temps d'adaptation diminue, mais pas proportionnellement. L'écart entre la perturbation et l'adaptation se creuse. Nous sommes actuellement dans cet écart. La technologie des deepfakes est apparue vers 2020. Réglementation efficace, inexistante. Détection efficace, non déployée publiquement. Éducation efficace, non mise en œuvre. Délai de mise en œuvre, inconnu, mesuré en années au minimum. Délai avant la prochaine crise, mesuré en mois au maximum. Les mathématiques garantissent l'échec. Une crise majeure liée au deepfake se produira avant l'adaptation. 3i Atlas n'est qu'un avant-goût mineur. La véritable crise concernera la sécurité électorale, les systèmes financiers, le commandement militaire et la réponse à la pandémie. Imaginez une vidéo deepfake montrant le président ordonnant une frappe nucléaire, ou le président de la Réserve fédérale annonçant la dévaluation de la monnaie, ou le directeur du CDC admettant la contamination des vaccins. Chaque scénario est techniquement réalisable aujourd'hui. Chacun d'entre eux déclencherait une réponse massive avant que la vérification ne soit possible. La réponse causerait des dommages avant que la correction n'ait lieu. Ce n'est pas une hypothèse, c'est inévitable compte tenu de la trajectoire actuelle. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais quand. Le cas 3i Atlas documente systématiquement les modes de défaillance. La communauté scientifique a produit une analyse précise en 8 jours. Les médias ont produit des spéculations en 8 heures. Les spéculations ont surpassé les analyses d'un facteur 5. La correction a atteint 20% du public exposé à la désinformation.
Les deepfakes ont permis l'usurpation d'identité de personnalité. La structure de la plateforme a empêché la suppression efficace du contenu. Les incitations économiques ont favorisé la désinformation. Le cadre juridique n'a fourni aucune dissuasion. Le système éducatif n'a fourni aucune préparation. La confiance du public a décliné tout au long du processus. Tous les éléments ont échoué simultanément. Il s'agit d'une défaillance systémique. Une défaillance au niveau du système nécessite une réponse au niveau du système. Les interventions au niveau des composants ne seront pas efficaces. Corriger la communication scientifique ne résout pas le problème des incitations des plateformes. Corriger les incitations des plateformes ne résout pas le problème de la technologie des deepfakes. Corriger la détection des deepfakes ne résout pas le problème des facteurs économiques. Chaque problème nécessite une intervention différente de la part d'une autorité différente. La coordination nécessite une méta-autorité. Quelle institution a autorité à la fois sur les éditeurs scientifiques, les plateformes technologiques, les marchés économiques, les systèmes juridiques et les bureaucraties éducatives? Il n'en existe aucune aux États-Unis. La fragmentation de l'autorité empêche une réponse coordonnée. Une réponse fragmentée échoue face à une attaque coordonnée. L'attaque est coordonnée automatiquement par des incitations économiques et non par une coordination humaine. L'économie se coordonne automatiquement. La défense nécessite une coordination manuelle. La coordination automatique l'emporte sur la coordination manuelle. La structure garantit l'avantage de l'attaquant. Cela ne peut être corrigé par une réforme progressive. La structure elle-même doit être remplacée. Qui a le pouvoir de remplacer la structure? Aucune entité unique. Le remplacement nécessite une révolution, pas une réforme. Une révolution est-elle probable? Taux de base historique, faible. Une révolution est-elle nécessaire? L'analyse suggère que oui. La contradiction entre nécessité et probabilité définit la crise. Nous avons besoin d'une intervention qui ne se produira pas. Nous subirons les conséquences de son absence. Les conséquences sont prévisibles. Elles ne peuvent être évitées compte tenu de la trajectoire actuelle. Il s'agit d'un résultat déterministe. 3i Atlas poursuit sa trajectoire. Chaque jour apporte de nouvelles mesures. Chaque mesure confirme les mesures précédentes. Les connaissances s'accumulent de manière systématique. La compréhension du public ne s'accumule pas, elle se fragmente. Différents groupes ont des croyances différentes sur un même objet. Ces croyances sont incompatibles, elles ne peuvent pas toutes être vraies, mais elles coexistent dans le discours public. Il s'agit d'une crise épistémique. La crise ne concerne pas l'objet. L'objet est compris. La crise concerne le processus de compréhension. Le processus est brisé. Un échec similaire se produit pour le climat, les vaccins, l'énergie nucléaire, l'intelligence artificielle, le génie génétique, tous les sujets nécessitant une expertise. L'échec est général, pas spécifique. La société a perdu sa capacité à établir un consensus factuel sur les questions techniques. La perte de cette capacité signifie la perte de la capacité de gouvernance. La démocratie nécessite un électorat informé. Un système d'information qui ne peut pas informer produit un électorat mal informé. Un électorat mal informé produit une mauvaise gouvernance. Une mauvaise gouvernance produit de mauvais résultats. Les mauvais résultats réduisent la confiance. La réduction de la confiance dégrade encore davantage le système d'information. Boucle de rétroaction négative. Accélération, pas stabilisation. Quand le système va-t-il s'effondrer? On ne le sait pas. Comment reconnaître un état de défaillance? On ne le sait pas. Sommes-nous déjà dans un état de défaillance? Ce n'est pas clair. Les mesures montrent une dégradation continue, mais aucun seuil évident. La dégradation pourrait être monotone jusqu'à un effondrement soudain. Ou progressive, sans transition discrète. Les deux modèles correspondent aux données. L'incertitude quant à la dynamique de l'effondrement empêche toute préparation. Nous ne pouvons pas nous préparer à un événement que nous ne pouvons pas caractériser. La dégradation du système a progressé au point où le système ne peut plus analyser sa propre dégradation. La conscience de soi est une condition préalable à l'autocorrection. Sans conscience de soi, la correction est impossible. Avons-nous dépassé ce seuil? Cette analyse suggère que non, mais la marge est peut-être faible. Le temps restant est peut-être court. Quelle intervention a lieu dans le temps restant? Les preuves actuelles suggèrent aucune. Le système politique ne montre aucune conscience. Les entreprises technologiques ne montrent aucune motivation. Le système éducatif ne montre aucune capacité. Le système juridique ne montre aucun cadre. Chaque institution continue comme si l'infrastructure était fonctionnelle. Elle n'est pas fonctionnelle. Le dysfonctionnement est mesuré et documenté. La documentation ne produit aucune réponse. Pourquoi?
Parce que les informations sur la défaillance du système d'information circulent à travers un système d'information défaillant. Le problème empêche sa propre solution. C'est un piège récursif. Pour s'en échapper, une intervention externe est nécessaire. Qu'est-ce qui constitue l'externe lorsque le système englobe tout l'environnement informatique? Il n'existe pas de réponse claire. Peut-être n'y en a-t-il pas. Peut-être que le piège est inéluctable. Peut-être documentons-nous l'effondrement tout en le subissant. 3i Atlas devient une note de bas de page dans une documentation plus large sur la défaillance de l'infrastructure informatique. L'objet est une comète naturelle, la controverse est fabriquée. Mais la controverse fabriquée a des conséquences réelles. Les conséquences s'accumulent, elles deviennent irréversibles. Nous les mesurons en temps réel. Le 19 décembre approche, la comète est au plus près. Les télescopes suivent sa position avec précision. La trajectoire correspond aux prévisions à 0,3% près. Vitesse, constante, rotation, stable, luminosité, en baisse comme prévu avec l'augmentation de la distance solaire. Tous les paramètres confirment l'origine naturelle. Toutes les mesures soutiennent le consensus scientifique. Les données sont claires. La conclusion est inévitable. 3i Atlas est exactement ce que les astronomes ont dit qu'elle était depuis le début. Une comète interstellaire, une ancienne visiteuse venue d'un système stellaire lointain, un objet naturel obéissant aux lois de la gravité. Il n'y a plus de mystère sur le plan scientifique, mais dans l'opinion publique, la controverse persiste. Les sondages montrent que 38% des personnes interrogées croient toujours à l'hypothèse extraterrestre, 43% croient à l'explication naturelle, 19% sont indécis. La résolution scientifique n'a pas abouti à une résolution publique. Après son départ, le faux récit survivra à l'objet. Les vidéos continueront de circuler. Les croyants resteront convaincus. La controverse deviendra une partie permanente de la mémoire collective, non pas comme une question résolue, mais comme un mystère non résolu. Les historiens futurs le noteront. Pas la comète, la réponse à la comète. Comment l'infrastructure de l'information a échoué. Comment la vérité a perdu face à la fiction. Comment les institutions se sont révélées incapables d'établir un consensus. C'est ce que révèle 3i Atlas. Pas sur les comètes, sur nous, de nos systèmes d'information, de notre épistémologie collective. Le diagnostic est complet. Le pronostic est inquiétant. La suite dépendra de notre capacité à reconnaître le diagnostic, à accepter que notre infrastructure d'information est fondamentalement défaillante, à trouver la volonté de la reconstruire. Ces questions restent sans réponse, l'objet s'en va, les questions demeurent, et c'est peut-être là la révélation la plus troublante de toutes.